Les Français ne comprennent plus ceux qui les gouvernent. Ils ont le sentiment d'un gouffre qui se creuse. Ils ont le sentiment que les dirigeants français vivent dans un monde irréel, une sorte d'international des cours, qui ignore tout de leurs problèmes quotidiens et qui les méprise. Ça vous rappelle rien? Vous ne croyez pas que notre situation actuelle se rapproche beaucoup de cette situation-là? Le gouffre se creuse, bien comme vous le savez, vous connaissez la suite des événements. La trahison régulière des élites françaises, c'est la conclusion de ce chapitre. Être français, c'est savoir que les élites peuvent trahir la France. Être français, c'est se mobiliser contre les dirigeants pour sauver la France lorsqu'elle est en danger de mort. Être français, c'est savoir que le gouffre se creuse parfois dangereusement entre le peuple français et ses dirigeants. Le 14 juillet 1789, c'est la prise de la Bastille, c'est un symbole, il n'y a plus que 7 prisonniers, mais le symbole tombe et c'est l'absolutisme royal qui tombe. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès le 17 juillet 1789, 3 jours après, le 8e prince de Condé, à gauche, et le comte d'Artois, à droite, quittent la France dès le 17 juillet 1789 pour aller chercher aide et renfort auprès des étrangers contre le peuple français. Et ce qu'il est important aussi de bien saisir, c'est une remarque que je crois fondamentale. C'est qu'en juillet 1789, si le peuple français avait attendu le soutien et la révolte concomitante des autres peuples d'Europe, et que croyez-vous qu'il se serait passé? Il se serait passé rien du tout. La Bastille n'aurait jamais été prise, elle serait peut-être encore là de nos jours. Je le dis parce que combien j'entends de gens qui disent « Ah, il faut sortir de l'euro, mais à condition que ce soit avec les Grecs, les Portugais, mais on pourra attendre jusqu'à la Saint-Glinglin. » Être français, c'est prendre ses responsabilités en tant que peuple adulte, et celui qui d'ailleurs, on va le voir dans la suite des événements, dont l'ensemble des peuples du monde attend justement qu'il réagisse. C'est le peuple français qui a imposé sa liberté à l'Europe et qui a ultérieurement inspiré les autres peuples d'Europe. Et ce n'est pas l'inverse. Le 14 juillet 1790, avec la fête de la Fédération. La fête de la Fédération, ce sont les représentants de toutes les provinces françaises qui viennent sur le champ de Mars acclamer, là c'est l'autel de la patrie, on acclame le roi. Tout le monde pense que la Révolution est terminée. On acclame le roi parce que le roi prête serment. Je jure d'être fidèle à la nation et à la loi. La nation, c'est le peuple qui a pris sa souveraineté. C'est ça la nation. C'est pas un concept de droite, ou encore moins d'extrême droite, ni même de gauche ou d'extrême gauche. C'est un concept qu'on revient à dire, c'est le peuple qui a décidé que c'était lui qui maintenant était le patron. C'est ça, la nation. C'est un peuple souverain. Et si vous retournez cette médaille, voilà ce qui est écrit dessus, sur cette première médaille qui représente donc la première constitution française. C'est la parole de Louis XVI. Le vœu du peuple n'est plus douteux pour moi. J'accepte la Constitution. Être français, c'est savoir qu'une constitution, c'est une loi fondamentale qui est imposée par le peuple à ses gouvernants pour encadrer et limiter le pouvoir des gouvernants et pour empêcher le retour à la dictature. C'est quelque chose d'important à comprendre, que c'est le peuple qui l'impose. Sauf que voilà, c'est que le roi, la reine, Marie-Antoinette, avec Fersen, avec un certain nombre de conseillers, en réalité n'acceptent pas la situation. Et voici que le peuple de Paris va recevoir ce qui va faire chuter la monarchie, c'est-à-dire le manifeste du duc de Brunswick. Le duc de Brunswick, c'est celui qui est à la tête des armées coalisées. Il écrit donc aux autorités parisiennes « Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté le Roi de Prusse appellent et invitent à retourner sans délai aux voies de la raison, de la justice, de l'ordre et de la paix. C'est dans ces vues que moi, sous-signé général commandant en chef des deux armées, déclare que la ville de Paris et tous ses habitants sans distinction sont tenus de se soumettre sur le champ
et sans délai au roi. Que si le château des Tuileries, à Paris, où est réfugiée la famille royale, est forcé ou insulté, que s'il est fait la moindre violence, le moindre outrage à leur majesté, le roi, la reine et la famille royale, elles en tireront donc, nous, les majestés, le roi de Prusse et l'empereur d'Autriche, en tireront une vengeance exemplaire et à jamais mémorable en livrant la ville de Paris à une exécution militaire. C'est le manifeste donc qui est signé Charles-Guillaume Ferdinand, duc de Brunswick-Lunebourg, donné au quartier général de Coblence le 25 juillet 1792. Si vous l'avez bien lu, c'est l'Europe coalisée qui dit aux Français ce qu'il faut faire, qui dit que les lois qui ont été votées par la représentation nationale ne valent rien et qu'il faut rétablir le roi dans ses anciennes prérogatives. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe l'effet exactement inverse, c'est-à-dire que la population parisienne, la populace, se rue aux Tuileries, envahit le château des Tuileries, qui n'existe plus depuis, qui a été brûlé en 1870, et puis place la famille royale en état d'arrestation, et les gardes qui étaient censés défendre le roi se retournent contre la famille royale. Si Louis XVI a été exécuté, si la monarchie s'effondre, c'est parce que le peuple français découvre ahuri que le roi est parjure et qu'il a préféré faire le jeu de l'étranger contre le jeu du peuple français. C'est la chute de la monarchie et le drapeau va perdre sa souveraineté céleste. Le voici devenu le drapeau français, un drapeau plus qu'admirable et qui n'appartient pas, non, je suis désolé, qui n'appartient pas à Monsieur Le Pen. Parce que le drapeau français, c'est le bleu et le rouge de la ville de Paris, qui sont Saint-Denis et Saint-Martin, les protecteurs médiévaux de la ville de Paris. Et le bleu et le rouge, qui représentent en réalité, en matière héraldique, désormais, la droite et la gauche. Et puis, le blanc au centre, qui a perdu les fleurs de lys, ça représente la souveraineté, le pouvoir est à conquérir. Il n'y a plus les fleurs de lys d'or. Ça veut dire que la souveraineté n'est plus céleste. Désormais, c'est une souveraineté qui est la souveraineté de la nation, la souveraineté du peuple français, et c'est successivement la droite et la gauche qui concourent pour essayer d'obtenir la souveraineté et la conduite des affaires. C'est ça que veut dire ce drapeau admirable qui d'ailleurs va faire le tour du monde. Comme vous le savez, c'est très probablement l'un des drapeaux les plus connus au monde. Eh bien, malheureusement, Bonaparte va décider de faire comme Charlemagne, de faire comme Othon Ier. Il va tomber lui aussi dans le mythe de l'Empire universel. Napoléon Ier va reprendre le symbole de l'aigle, lui aussi. Le Premier Empire va garder le drapeau bleu, blanc, rouge, mais voici réapparaître des symboles de l'héraldique céleste. Le N en or, les aigles en or, les abeilles en or. Tous ces symboles qui signifient qu'en réalité, Napoléon est en train d'en finir avec la souveraineté nationale et de créer sa propre dynastie qui a besoin d'une souveraineté céleste pour se justifier, c'est-à-dire pour justifier au peuple qu'il n'a plus son mot à dire. En 1814, donc, Napoléon perd le pouvoir. Et à ce moment-là, les États européens décident d'imposer aux Français le retour des Bourbons. Le roi de Prusse vient à Paris et la monnaie de Paris frappe une pièce qui est celle d'ici, qu'on appelle un ange de paix, avec marqué « Gallia redita Europae », la France rendue à l'Europe. François Ier, empereur d'Autriche, qui vient également à Paris avec ses troupes, on lui fait la même pièce, « Gallia redita Europae », la France rendue à l'Europe. Et puis pour le pacificateur de l'Europe, le tsar Alexandre Ier de toutes les Russies, « Gallia redita Europae », la France rendue à l'Europe. En 1814, Louis XVIII revient d'exil, et quel est le motif qui est invoqué? Il porte la paix du monde. Encore une fois, l'Europe imposant à la France son ordre, imposant à la France des mesures contre-révolutionnaires, invoque ça au nom de la paix. Il va décider d'accorder aux Français une charte constitutionnelle. C'est à la demande d'ailleurs des Prussiens, des Russes et des Autrichiens. On voit ici Louis XVIII qui donne une charte qu'il a rédigée, et voici les Français, c'est-à-dire en réalité des nobles, qui sont censés l'approuver, c'est-à-dire en se mettant quasiment à quatre pattes. Le drapeau français bleu, blanc, rouge, d'un seul coup disparaît.
c'est la Restauration. Et on voit réapparaître, logiquement, les fleurs de lys, c'est-à-dire la preuve de la souveraineté céleste. Désormais, le peuple n'a plus son mot à dire. Et en 1848, il y a une nouvelle révolution donc dans ce système extrêmement instable qui est devenu la France. Et donc, lors de cette Deuxième République, d'un seul coup, sont éditées des médailles qui représentent ici liberté, égalité, fraternité. Là, on voit réapparaître le souci de la République. Sur une médaille, on lit « Guerre aux tyrans »,« Gloire aux citoyens français qui ont rétabli la République »,« Guerre aux tyrans, les hommes sont égaux devant la loi » et on rétablit le drapeau bleu, blanc, rouge. C'est une nouvelle fois le peuple français qui a imposé sa liberté à l'Europe et qui a ensuite inspiré les autres peuples d'Europe. Ce n'est pas l'inverse. Eh bien, quoi qu'il en soit, nous voici arrivés en 1940. Et en 1940, on explique aux Français que tout va très bien et que nous avons une ligne Maginot qui nous permet de survivre à tout. Et quiconque ose remettre en cause le dogme officiel en disant « mais et si ça ne marchait pas ?» quiconque se voit à ce moment-là mis de côté. Ce qui s'est passé en 1940, c'est l'offensive de Guderian dans les Ardennes et le fait que, eh bien, la ligne Maginot, elle a duré ce qu'elle a duré, c'est-à-dire qu'elle a duré quelques heures et que la France a été en réalité complètement enfoncée. Complètement enfoncée, et on a vu réapparaître quoi ? Eh bien, de nouveau, un nouvel empire avec un aigle. Décidément, l'histoire se répète sans arrêt. La Troisième République se termine en 1940 et donc arrive un nouveau régime, un régime de collaboration. Et ô merveille de l'héraldique, voici ce qui arrive avec le nouveau régime. C'est l'État français de 1940-1944, le drapeau personnel de Pétain avec une francisque et des étoiles d'or. Décidément, à chaque fois qu'un symbole d'or arrive sur le drapeau national, c'est toujours, depuis des siècles, depuis maintenant un millénaire, lorsque l'on vole aux Français leur souveraineté et lorsqu'on veut leur imposer des décisions qu'ils ne veulent pas. Ça me mène à dire un mot sur ce que c'est que la collaboration. Ce qui est la marque de ces trois personnes, c'est pas du tout qu'ils étaient pro-allemands. C'est que Pétain, il était pétainiste, Darlan, darlanien, et Laval, lavaliste. C'est-à-dire qu'il faisait carrière. Pétain, par exemple, prétendait être un héros de l'histoire de France. Il prétendait être un résistant à l'occupation étrangère à l'égal de Vercingétorix ou de Jeanne d'Arc. Ici, voici un document d'époque de Vercingétorix à Pétain. On voit d'ailleurs les étoiles d'or au passage. La grande majorité de ce qu'on appelle les collabos ne disaient pas qu'ils étaient pro-allemands. Ils affirmaient au contraire être patriotes et servir la France. Êtes-vous plus français que lui? C'étaient les affiches de Pétain. De la même façon que à notre époque, ceux qui sont les plus européistes prétendent être patriotes et servir la France. Ainsi donc, on en est arrivé à la Ve République que je fais dater de 1958 jusqu'à 1986. Pourquoi 1986 ? Parce que 1986, c'est la date de la signature de l'acte unique qui préfigure le traité de Maastricht, et c'est donc le début du démantèlement de notre démocratie. Cette conférence qui maintenant va tirer à sa fin, mais une fin qui est un peu triste, sauf l'épilogue ultime que je vous réserve, qui est donc devenue la stratégie de la France. Et qu'est-ce que notre histoire nationale nous enseigne pour les temps à venir ? Eh bien, vous vous rappelez Pétain et toute notre histoire, lorsqu'on voit les étoiles d'or qui réapparaissent, c'est toujours mauvais signe. Eh bien, qu'est-ce qui ressemble le plus à cette francisque bleu, blanc, rouge avec des étoiles d'or que ce symbole que nous voyons ici et que vous avez peut-être reconnu et que vous aurez reconnu définitivement quand je lui aurai ôté son masque. Comparons la photographie de l'actuel président de la République à celle de Charles de Gaulle. Horreur! Comme de si nombreuses fois dans l'histoire de France, revoilà l'héraldique du despotisme et de l'empire. Revoilà sa volonté d'écraser notre liberté, notre souveraineté et notre indépendance nationale. Les étoiles d'or sur fond bleu sont de retour.
Ainsi donc, on peut mesurer cette étonnante pulsation de l'histoire de France. L'histoire se répète, encore et encore et encore. Rappelez-vous comment elle a commencé avec l'héraldique céleste, qui avait été choisie par les successeurs du Capet pour faire pièce à Othon Ier. Le drapeau bleu aux fleurs de lys d'or, ou blanc aux fleurs de lys d'or, ça dépend de quoi on parle. Enfin, symbole de la monarchie française. Vous vous rappelez? Ensuite, voilà, bleu ou blanc. Et puis, la Révolution française, avec l'apparition de la souveraineté nationale, la disparition de tous les symboles d'or, et puis le bleu, le blanc et le rouge, qui sont le symbole du peuple français, qui essaye de mettre la main sur la souveraineté. Et puis, vous vous rappelez la suite. La suite, c'est Napoléon, qui fait revenir les symboles d'or pour montrer qu'il retire au peuple sa souveraineté. Et puis, vous savez la suite, c'est la Restauration des Bourbons qui reviennent sur le drapeau de la monarchie française avec les fleurs de lys. Et puis vous connaissez la suite, c'est la Deuxième République où on voit de nouveau revenir la souveraineté nationale, la souveraineté populaire avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Et puis quoi? Et puis après, vous savez que c'est le coup d'État de Napoléon III. Et on voit réapparaître la souveraineté céleste et on retire aux Français la souveraineté nationale. On leur met des étoiles. Là, en l'espèce, ce sont des abeilles d'or. Et puis, c'est l'arrivée de la Troisième République. De nouveau, on revient en République et on rend aux Français leur souveraineté nationale. Et puis, après la Troisième République, c'est Vichy. On retire aux Français leur souveraineté nationale et on voit réapparaître ces étoiles d'or décidément maléfiques. Et puis, on voit réapparaître ensuite la Cinquième République avec De Gaulle, où on rend aux Français leur souveraineté. Et puis, voici ce qui est en train d'arriver à notre époque. Revoici ces calamiteuses étoiles d'or. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que c'est encore une fois le même cycle qui continue. C'est que on a encore une fois repris aux Français leur souveraineté nationale. À chaque fois, c'est différent, vous l'avez noté. C'est l'un des grands principes de l'histoire. L'histoire ne se répète jamais, mais elle bégaye tout le temps. À chaque fois, elle emprunte de nouvelles formes. L'Empire se transmute. Mais c'est au bout du compte toujours la même histoire qui se répète. Et cette histoire, elle a désormais envahi notre imaginaire collectif. J'ai montré une photo tout à l'heure de M. Sarkozy. Loin de moi l'idée de fustiger seulement M. Sarkozy. Ça, c'est un propos démagogique. Ils sont tous à mettre dans le même sac. Tous ceux qui acceptent la construction européenne, que ce soit ici Lionel Jospin qui parle devant les Étoiles d'Or, M. Bayrou qui parle devant les Étoiles d'Or, M. Jacques Delors qui parle devant Delors, c'est le cas de le dire, M. Jacques Chirac qui parle devant des Étoiles d'Or, M. François Fillon qui parle devant des Étoiles d'Or, M. Dominique Strauss-Kahn devant des Étoiles d'Or, M. Dominique de Villepin devant ces fichues Étoiles d'Or, Mme Martine Aubry toujours ces maléfiques Étoiles d'Or, et enfin le président de la République avec ses Étoiles d'Or. Nous avions, vous vous rappelez, la souveraineté nationale. Le peuple impose une constitution aux dirigeants, Louis XVI qui prête serment, et puis le pouvoir est celui du pouvoir du peuple, c'est le drapeau tricolore. Et puis ici, c'est le dirigeant qui impose une pseudo-constitution au peuple, et le drapeau, c'est celui du pouvoir céleste. Eh bien, les choses n'ont pas changé. Remplaçons simplement, dans un cas, dans la souveraineté nationale, c'est la constitution de la Cinquième République. Et dans l'autre cas, eh bien, c'est tout simplement la Constitution européenne. La Constitution européenne est le drapeau européen qui est celui du pouvoir céleste. Et vous avez tout compris. Vous avez tout compris de ce qui nous arrive, de ce qui nous est déjà arrivé un nombre de fois incalculable. Vous vous rappelez qu'au début de cette conférence, je vous disais quelque chose qui n'est jamais arrivé, a pratiquement aucune chance d'arriver jamais. C'est le cas de l'unification de l'Europe. Depuis plus de 2000 ans, l'Europe n'a jamais été unifiée. Donc c'est pas maintenant que ça va se faire. En revanche, quelque chose qui est toujours arrivé va se reproduire, eh bien c'est ça. Alors c'est très négatif, mais c'est aussi très positif. Parce que nous savons la suite. Nous savons que ça ne marche pas. Nous savons que sur long terme, les Français ne l'acceptent pas. La stratégie de la France,
c'est devenu la construction européenne. On nous assure que la France, rompant avec plus de 2000 ans d'histoire, doit devenir ce qu'elle a toujours refusé depuis 2000 ans, c'est-à-dire une nation ayant perdu sa liberté et qui se laisse vassaliser par un empire étranger. Quel empire? Oh, c'est pas très compliqué. Cherchez l'aigle. On a eu l'aigle de l'Empire romain, qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle de l'Empire byzantin, qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle du Saint-Empire romain germanique, qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle de l'Empire napoléonien, qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle du Deuxième Reich bismarckien, qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle du Troisième Reich hitlérien, qui a voulu unifier l'Europe. Et puis tous ces empires, tous, se sont désintégrés et on voit apparaître un nouvel aigle, l'aigle du nouvel empire qui veut nous dominer, c'est l'empire américano-atlantiste, qui lui aussi a son aigle et qui lui aussi terminera, comme les précédents, par sa désintégration. Et nous pouvons en être sûrs puisque toute l'histoire nous le donne raison. La seule question qui se pose, c'est celle que je posais à la fin de mon premier chapitre. Encore combien de temps? Or, au train où vont les choses, avec cette puissance qui est au bord de l'explosion qu'est les États-Unis, il est probable que d'ici peut-être 2 à 3 décennies maximum, tout cet empire s'effondrera. Je rappellerai simplement par quelques flashs que dès 1812, Andrew Jackson, qui n'était pas encore président des États-Unis d'Amérique, d'un pays de 13 colonies qui venaient d'acquérir leur indépendance et qui n'avait que 6,5 millions d'habitants, c'est-à-dire le quart de la France de l'époque, disait « Nous allons nous prévaloir de notre droit au libre-échange et ouvrir le marché aux produits de notre sol afin d'égaler les exploits de Rome ». Ça veut donc dire que cette puissance, qui était encore toute petite, avait déjà une volonté impériale, alors même qu'elle était encore à ses balbutiements. De la même façon que ce document que je cite dans toutes mes conférences et que je citerai dans toutes mes conférences, parce que je suis le seul homme politique en France à en parler et parce que de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par tout le spectre politique, nous avons des responsables politiques qui font comme si ces informations n'existaient pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes boycottés par les médias probablement. Mais nous savons désormais de sources sûres, notamment par cet article de Daily Telegraph, un journal britannique du 19 septembre 2000, nous savons désormais de sources sûres, par les documents du gouvernement américain qui ont été déclassifiés en septembre 2000, que ce sont bien les États-Unis d'Amérique, et notamment la CIA, par des sociétés écrans interposées, et qui s'appellent notamment Ford et Rockefeller, qui ont soutenu et financé en sous-main toute la construction européenne pendant les années 50 et 60. La suite, sans doute aussi, mais on ne le sait pas, ça n'a pas été déclassifié. Ça, ce sont des documents déclassifiés. Les dirigeants du mouvement européen, Ratzinger, le révisionnaire Robert Schuman, l'ancien Premier ministre belge Paul-Henri Spaak, étaient tous traités comme des employés par leurs parrains américains. Le rôle des États-Unis fut camouflé comme pour une opération secrète. L'argent du comité américain pour les États-Unis d'Europe provenait des fondations Ford et Rockefeller, aussi bien que de milieux d'affaires ayant des liens étroits avec le gouvernement américain. Une note émanant de la direction Europe du département d'État datée du 11 juin 1965 conseille au vice-président de la Communauté économique européenne de l'époque, Robert Marjolin, de poursuivre de façon subreptice, c'est-à-dire cachée, l'objectif d'une union monétaire européenne. Cette note recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait virtuellement inévitable. La volonté d'empêcher tout débat, venez m'écouter donc à ma conférence de demain, j'exposerai ça de façon plus détaillée pour montrer quelle est toute la stratégie qu'il y a derrière et pourquoi les États-Unis poussent à ce point la construction d'une Union européenne. Qui a eu le premier l'idée d'une constitution européenne ? C'est le général Dwight Eisenhower. C'est une interview dans Paris Match numéro 136 du 27 octobre 1951. Qui a dit « Rien ne pourrait nous être plus agréable que d'apprendre que les États d'Europe occidentale ont décidé de réunir dans une ville d'Europe, disons à Luxembourg, des délégués responsables avec le mandat de rédiger l'acte constitutionnel de l'Europe, etc., de telle sorte que l'Europe occidentale fonctionnera comme fédération. Aucune décision ne pourrait mieux nous aider dans la tâche que nous poursuivons. » Ça, c'est 1951. Je le dis depuis 3 ans dans toutes mes conférences.
Aucun média n'a jamais repris ce document, de même qu'il n'a jamais repris en France les documents qui sont développés en Grande-Bretagne. Et j'attends, je vous prends ici à partie, Madame Marine Le Pen, qui, paraît-il, me copie dans mes conférences, Monsieur Dupont-Aignan, qui, paraît-il, est un grand gaulliste devant l'éternel, Monsieur Mélenchon, Monsieur Chevènement, je les prends ici à partie. Qu'attendez-vous pour dire la même chose que moi à la télévision française où vous êtes invités gracieusement? Et qui a appelé les Français à voter oui à la Constitution européenne en 2005 en disant « Nous avons fermement soutenu le projet européen, son achèvement ainsi que l'Union européenne. De notre point de vue, la poursuite du succès de la construction européenne est importante. » Qui est donc la personne qui a osé conseiller aux Français de dire ce qu'il fallait qu'ils votent? Eh bien, c'est Madame Condoleezza Rice, secrétaire d'État américaine. Elle était en déplacement à Vilnius. Elle est ici avec le président lituanien Adamkus. C'est le 21 avril 2005. En attendant, vous vous rappelez que César avait imposé son pouvoir en volant l'âme des Gaulois? Eh bien, maintenant, c'est pareil. L'oncle Sam a imposé son pouvoir en volant l'âme des Français. Comme l'a dit le philosophe Michel Serres, il y a plus d'Anglais aujourd'hui sur les murs de Paris qu'il n'y avait d'Allemands sous l'occupation. Ouvrez la radio. Mettez les radios en modulation de fréquence, comme je le faisais hier dans ma voiture. Vous passez d'une chaîne à l'autre. Je vous assure qu'à partir de 22h, c'est vrai toute la journée, mais disons à 22h30, il n'y a que des chansons américaines sur toutes les radios françaises. Sur toutes. Regardez quels sont les films qui sortent également. Vous avez 80% peut-être de films qui sont américains, sans parler des séries B américaines. Et regardez dans les rues, allez vous balader, regardez les enseignes que vous voyez. Vous en avez maintenant un nombre qui sont incalculables, même tout simplement de cafés français qui se mettent à parler dans la langue du maître en parlant de happy hour pour tout et son contraire. Alors tout ce que je dis là, finalement, n'est pas d'une grande révélation, puisque M. Mitterrand, qui a été 14 années à la tête de la France, qui a été président de la République, quelques semaines avant de mourir, a livré son testament politique à Georges-Marc Benamou dans un livre qui s'appelle « Le dernier Mitterrand », paru chez Plon en 1997. Et voilà ce que dit le président de la République qui venait de quitter ses fonctions. « La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. » Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort, apparemment. Oui, ils sont très durs les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Ça n'est pas François Asselineau qui dit ça, c'est François Mitterrand. C'est quelqu'un qui a été 14 ans à la tête de l'Élysée, qui avait le code nucléaire. Alors si quelqu'un comme ça fait cette déclaration, normalement, dans un pays normalement constitué, dans le pays de Voltaire et de Montesquieu, dans le pays de Jean-Jacques Rousseau, de Clémenceau et de De Gaulle, ça devrait faire l'objet de débats publics. Personne n'en parle jamais. Eh bien, maintenant, il est temps de conclure. Il est plus que temps de conclure. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Ou alors, vous ne croyez pas dans l'histoire. À ce moment-là, c'est plus la peine de faire de l'histoire. Mais si tous les peuples, à toutes les époques, se sont intéressés à l'histoire, c'est parce qu'ils savent que l'histoire se répète. Et qu'ils savent que l'on peut puiser dans les événements anciens des anticipations du futur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Toute notre histoire donne la clé des événements à venir. La France, depuis 2000 ans, n'a jamais accepté de perdre sa souveraineté et son indépendance nationale. Elle ne l'acceptera pas. D'ailleurs, ça ne marche déjà pas. On voit bien que cette affaire de domination américaine sur la France est en train de mener à une explosion politique et sociale qui couve, tout le monde le sent. D'ailleurs, quand vous voyez ces portraits, qu'est-ce qu'éprouvent les Français quand ils voient ces portraits? Eh bien, le gouffre se creuse. Le gouffre se creuse. Le gouffre, il se creuse exactement comme il se creusait sous Louis XV et sous Louis XVI. Les Français ne comprennent plus ceux qui les gouvernent ou qui font semblant de les gouverner.
comme sous Louis XV et sous Louis XVI. Ils ont le sentiment que les dirigeants vivent dans un monde irréel, une sorte d'international de la mondialisation. C'est pas l'international des cours de Rome, mais c'est presque la même chose. Une sorte d'international de la mondialisation qui ignore tout de leurs problèmes quotidiens et qui les méprise. Et donc, eh bien, c'est tout simple. Les Français ne vont plus accepter très longtemps la dictature européenne qui s'est mise en place au profit d'un empire euro-atlantiste. Oh, certes, c'est un peu plus compliqué que les fois précédentes, parce que nous avons une dictature qui s'est travestie en démocratie. Tout le monde sait bien que c'est une dictature depuis que le vote des Français au référendum de 2005 a été piétiné. Mais néanmoins, il y a les armées d'aujourd'hui, ce ne sont pas des chars, ce sont les médias. Et donc qui en permanence essayent de modifier l'esprit des gens. Mais de plus en plus, les Français ne cherchent plus d'informations sur les médias. Ils les cherchent sur Internet, dans des conférences comme celle que je fais, par exemple. C'est le propre de toutes les sociétés totalitaires. En 1788, les Français ne cherchaient pas des informations sur les gazettes officielles. Ils les cherchaient sur ce que l'on appelait des libelles, c'est-à-dire des journaux qui étaient faits illégalement et qui disaient ce que tout le monde pensait ou qui disaient le dessous des cartes. C'est ça qui a ruiné le régime monarchique. De la même façon que l'Union soviétique sous Brejnev et ensuite sous Andropov et Tchernyenko, eh bien c'était les samizdat. Les gens ne lisaient pas la Pravda. Les gens, ils lisaient les samizdat. Ils lisaient justement ce qui partait à la source de vraies informations. Aujourd'hui, à notre époque, c'est pareil. Les Français écoutent d'un œil distrait et regardent d'un œil distrait la télévision. Ils n'y croient plus. Ils écoutent d'une oreille aussi distraite la radio, ils n'y croient plus. Quand ils veulent les vraies informations, ils vont sur Internet. Et donc nous savons quelle est la suite des événements. Eh bien, le moment se rapproche de l'inéluctable destruction de l'Union européenne, tout simplement. Alors, quelle forme ça prendra ? Je ne suis pas devin. Ce que je pense, en tout cas, c'est qu'arrivera un jour prochain où le président de la République ne sera plus accompagné de ces fichues étoiles d'or et qu'il les aura mises au feu. Et de la même façon qu'un jour viendra, et assez rapidement, très probablement, je vous invite à ma conférence dans 2 soirs, cette fois-ci, sur l'inéluctable destruction de l'euro et le retour à la pièce et à la monnaie du franc, puisque la monnaie de la France et des Français, ça ne peut être que le franc. Je terminerai ainsi ma conférence en citant cette belle parole de Charles de Gaulle à la fin de ses mémoires de guerre, puisque tout recommence toujours, ce que j'ai fait sera, tôt ou tard, une source d'ardeur nouvelle après que j'aurai disparu. Merci beaucoup. Merci.